Bienvenue dans cette émission du 15 octobre 2025 de cette Web TV, au cours de laquelle je vais revenir sur la conférence donnée à Genève par le professeur Didier Raoult. Il faut savoir que l'organisatrice a un grand carnet d'adresses de journalistes, qu'elle leur fait en général connaître l'identité des invités qu'elle accueille et que les 10 journalistes se bousculent au portillon pour essayer d'interviewer Dominique de Villepin, Roselyne Bachelot, telle ou telle personnalité politique ou culturelle en général française. Et ayant reçu une réponse favorable de Didier Raoult, eh bien, elle a sollicité son carnet d'adresses sans obtenir la moindre réponse. Et des amis journalistes à qui elle a parlé lui ont dit « Non, mais tu sais, Didier Raoult, il a été suspendu par l'ordre des médecins, alors il n'est pas question qu'on vienne couvrir cet événement. » Toujours est-il que, par des contacts interposés, nous avons été en négociation avec le Club suisse de la presse qui, lui, a réagi favorablement. Rappelons qu'il s'agit d'une organisation indépendante, mais qui regroupe à peu près l'entier des journalistes nationaux et internationaux basés à Genève. Et la direction, fort aimablement, nous a dit « Il est vrai que Raoult est controversé, mais enfin, c'est un très grand scientifique. Ça vaut la peine qu'il vienne s'exprimer, surtout que c'était à la faveur de la parution de son dernier livre qui retrace des grandes énigmes historiques à la lumière de ce que la microbiologie peut éclairer et peut apporter aujourd'hui comme éclairage. Et donc, voilà, l'invitation a été adressée et vraiment, j'en suis reconnaissant envers le Club suisse de la presse. Lequel, toutefois, a trouvé nécessaire de faire figurer l'avertissement suivant dans l'annonce de l'événement. Le Club suisse de la presse, je cite, rappelle que la tenue de cette rencontre s'inscrit dans sa mission de garantir un espace de dialogue ouvert, pluraliste et respectueux. Fort bien, bravo. Elle ne signifie en aucun cas une prise de position sur les propos ou les thèses du professeur Raoult, mais répond à l'engagement constant du club en faveur de la liberté d'expression et du débat démocratique. Bon, fort bien, force et honneur au Club suisse de la presse. Toutefois, on peut se poser la question de savoir si, face à d'autres invités, ils font figurer le même titre d'avertissement. Est-ce que quand ils invitent des chefs d'État corrompus, ou des gouvernants véreux, ou des grands responsables de firmes pharmaceutiques, comme cela a été le cas récemment, ils prennent la peine de signaler que les propos de l'invité n'impliquent pas le Club suisse de la presse. Ça paraît quand même un tout petit peu cavalier comme procédure. Et puis la conférence de presse se déroule, je vais vous en donner connaissance plus tard, le Club suisse de la presse, et je l'en remercie du fait que j'ai été un des co-organisateurs de l'événement m'ayant autorisé à le reproduire, a accueilli le professeur dans des circonstances qu'on qualifiera de quelque peu indélicates. La nouvelle directrice, Géraldine Savary, une ancienne élue socialiste, ma foi nul n'est parfait. Et on verra qu'au cours de la conférence de presse, notamment quand le professeur aborde le rôle de l'OMS, qui est quand même une des institutions les plus corrompues à la surface de la planète, on voit Mme Savary qui instantanément se crispe, intervient en disant non, mais on veut entretenir de bonnes relations avec l'OMS, les organisations internationales sont importantes à Genève, les compagnies pharmaceutiques sont importantes. Enfin voilà, on avait compris. Mais je dirais que l'insistance a été malgré tout quelque peu lourde. Alors, il s'est trouvé des journalistes de la presse mainstream à assister à l'événement, notamment la rédactrice en chef adjointe de la Tribune de Genève, Laurence Bézaguet, qui s'est fendue d'un article le lendemain, je dirais correct et informationnel, avec une belle neutralité de ton, se sentant toutefois obligée de rappeler en fin d'exercice que l'étude sur l'usage de l'hydroxychloroquine publiée par Raoult avait été invalidée par la revue qu'il avait publiée. Oui, elle a été rétractée en cours de route, ça n'est pas la seule. Et puis rappelons au passage que Raoult avait été suspendu pendant 2 ans de pratique médicale par l'ordre des médecins. Alors une nouvelle fois, ce sont des éléments objectifs, donc pourquoi ne pas les rappeler ? Maintenant, on se souviendra que Pfizer a été condamné à 107 reprises au cours des 25 dernières années au pénal pour des faits de corruption, de falsification des données, de transgression des normes, de charlatanisme et d'homicide indirect. Je n'ai jamais vu dans un article qui parlait de Pfizer le moindre commentaire à ce sujet. Et puis la rétractation de certains articles de Raoult est une réalité, mais il faut savoir qu'il y a littéralement une cabale qui a été mise en œuvre au sein des revues, et notamment avec des individus tout à fait improbables comme Lonnie Besançon, qui est un obscur docteur en informatique, qui est présenté par l'Express comme le détective de la science qui traque les dérives,
Maintenant, l'Express, le directeur de la publication a été, et son propriétaire ont été condamnés à plusieurs reprises pour diffamation et diffamation aggravée. Donc ça c'est intéressant parce que c'est du blanchiment, vous voyez, de nouvelles tendancieuses. Puisque l'Express le dit, c'est vrai, mais là encore, on ne s'intéresse pas au fait que l'Express est aujourd'hui caractéristique de l'inconduite journalistique. Et Lenny Besançon, non seulement est un chercheur sans légitimité médicale, mais en plus, quand vous voyez le genre de propos qu'il laisse abondamment sur les réseaux sociaux, il fait une obsession un peu scatologique et sexuelle. Il traite de fils de pute, c'est, excusez mon français, la traduction des posts qu'il publie de manière compulsive sur les réseaux, les gens avec lesquels il est en désaccord. Et pourtant, il est cité comme référence par la très prestigieuse revue Nature. Et là, on est également dans une nouveauté du temps. J'avais débusqué le même phénomène avec Le Temps, qui était un quotidien prestigieux à l'époque en Suisse romande, et qui, lui, a abondamment cité Mathieu Rebaud, lui aussi un obscur doctorant, en le présentant comme étant un espoir de la science, vraiment quelqu'un qui change la donne. Et quand vous prenez également l'expression publique de Monsieur Rebaud, on voit qu'on est dans le même registre de vulgarité extrême et de scatologie. Élodie Rebaud avait participé à la fameuse analyse qui, soi-disant, dégommait une fois pour toutes l'hydroxychloroquine, mais qui était une pire truanderie. Alors les gens qui suivent ma chaîne le savent. Aujourd'hui, non seulement les médias mainstream sont très largement corrompus, non seulement les pratiques de santé sont-elles corrompues, mais les revues médicales sont profondément corrompues. Des revues comme Nature, JAMA, British Medical Journal, New England Journal of Medicine publient 80% de fraude, délibérément, en sachant très bien ce qu'ils font. Et c'est d'ailleurs une des missions de Robert Kennedy Jr., ou l'affreux complotiste et anti-vax, de dire qu'il faut absolument assainir les revues parce qu'elles appartiennent directement et indirectement à l'industrie, et elles publient comme étant valides des papiers frauduleux qui favorisent les intérêts de l'industrie, et elles torpillent des papiers bien fichus qui démontrent les limites ou l'inefficacité des remèdes promus par l'industrie. Donc vous voyez, on est vraiment dans le serpent qui se mord la queue, et la venue de Raoult à Genève a fait des vagues. Par exemple, Michel Matter, président en exercice de l'Association des médecins du canton de Genève, donc la fêtière des médecins, s'est fendu d'une publication sur Réseau professionnel, écoutez bien, interdit d'exercer en France, auteur d'articles dits scientifiques, qui ont été dûment retirés. Le docteur Raoult, à qui Emmanuel Macron avait rendu visite à Marseille du temps de son éphémère moment médiatique, s'est vu invité par le Club de la presse de Genève et a eu droit à un article dans la Tribune de Genève. N'y avait-il donc personne d'autre à inviter? Doit-on systématiquement rechercher des personnages polémiques? Alors vous voyez, Lenny Besançon ou Mathieu Rebaud, ils ne sont pas polémiques, mais Raoult, lui, il l'est. Et condamné, oui, Pfizer, lui, est condamné au pénal avec 14 milliards de dollars d'amende, mais suspendu par son ordre, qui en France est particulièrement véreux. Vous voyez, Michel Matter se raccroche à cet argument pour dire est-ce qu'il faut créer le buzz à tout prix? On peut s'interroger sur la pertinence d'une telle invitation. Genève mérite nettement mieux et possède de nombreux talents littéraires et hautement scientifiques. Pas sérieux, s'abstenir. Oui, on a juste entendu Didier Pittet, Antoine Flao, Samia Hurst, puis tardivement Alessandro Dana, des dizaines et des dizaines de fois. Ils ont mobilisé tous les espaces de parole dans la presse pour fourguer leur propagande absolument détestable. Et là, Michel Matter s'indigne que 5 ans après, on ose inviter un des plus éminents microbiologistes au monde. Un ancien doyen de la faculté de médecine de Genève surenchérit la publicité faite à cet individu. Cet individu, il aurait pu dire cet énergumène, est en effet inadmissible. Et le club suisse de la presse se ridiculise avec une telle invitation. Alors je ne sais pas, est-ce que Henri Bounamo, du temps où il était doyen de la faculté de médecine, s'est intéressé aux violations systématiques du droit pénal par les grandes compagnies pharmaceutiques? Je rappelle que depuis l'an 2000, elles totalisent pour les États-Unis uniquement, il n'y a qu'aux États-Unis que les pharmas sont condamnés, il faut voir qu'il n'y a qu'aux États-Unis qu'elles pratiquent la corruption et la fraude, ont été condamnées à 1328 reprises pour 126 milliards de dollars d'amende. Pfizer, je l'ai dit, record du monde du nombre de condamnations, 107,
11 milliards de dollars pour, comme je vous l'ai dit, fraude, falsification des données, mise en danger de la vie d'autrui, corruption, etc. Les compagnies suisses ne sont pas à moins bonne enseigne. Roche, la plus importante, 27 condamnations. Alors c'est vrai que Roche joue un peu de petit bras dans ce. Peut-être qu'ils sont plus vertueux que les autres. Ils n'ont que 433 millions de dollars d'amende depuis l'an 2000. Heureusement, il y a Novartis pour redorer quelque peu le blason des pharma suisses. 37 condamnations, pas beaucoup, mais 2 milliards 449 millions de dollars. Là, on est quand même au-dessus du milliard. Et donc Géraldine Savary n'a cessé de tressaillir à l'évocation de l'OMS, dont il faut rappeler que c'est une des organisations internationales les plus corrompues au monde, qui est totalement vendue au lobby, qui a un probable criminel de guerre à sa tête. Je rappelle qu'une plainte a été déposée devant la Cour pénale internationale contre Tedros Ghebreyesus, qui aurait participé à des crimes de guerre, voire à des crimes contre l'humanité en Éthiopie. Maintenant, il n'y a pas meilleur profil si on veut tenir quelqu'un et le faire chanter. Il faut rappeler que, bien sûr, l'OMS continue de recommander des politiques qui violent le Code de Nuremberg et la Déclaration universelle des droits de l'homme, enfin encore faut-il réfléchir pour s'en apercevoir, que l'ivermectine a été torpillé dans son utilité contre la Covid parce que l'expert chargé de faire le rapport de l'OMS a été corrompu. Vous pouvez vous adresser au compte-rendu de l'EMCIB, Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante, qui raconte toute l'histoire, et les aveux sont là. Le responsable corrompu a avoué qu'il n'avait pas pu faire autrement. Et pendant ce temps-là, l'OMS, évidemment, cherche à instaurer un système de contrôle mondial avec une certification numérique inspirée du pass sanitaire. Des juristes s'en émeuvent. L'OMS fait des campagnes de propagande, notamment contre les terribles anti-vax, vous voyez, avec grande force de symboles épouvantables. Vouloir savoir quelle est la science à l'appui des campagnes généralisées de vaccination, vous voyez, c'est très très dangereux. Ça met en péril l'ordre mondial. Et donc, Géraldine Savary monte au créneau pour rappeler l'importance d'avoir des bonnes relations avec l'OMS. OMS qui avait été épinglée pour son rôle extrêmement critique dans la gestion catastrophique de la grippe H1N1 en 2009, ça avait été établi par un rapport du Sénat français, OMS qui engage les personnalités les plus corrompues et les plus véreuses comme Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé. Bref, on était vraiment face à quelque chose d'impressionnant. Maintenant, ce qui est frappant, c'est à nouveau que 5 ans après, les gens qui sont dans le camp de Michel Matter et de tous ceux qui participent au système soient encore dans une telle hargne, dans une telle haine. Parce qu'après tout, qu'on conteste les positions de Didier Raoult, c'est légitime, comme celle de n'importe qui. Certaines personnes l'interpellent par rapport au fait qu'il a recommandé aux professionnels de la santé de se faire injecter à un moment donné. Mais oui, on a le droit de l'interpeller. On peut l'interpeller sur le fait qu'il recommande le vaccin HPV, ce qui n'est pas l'avis d'un certain nombre d'éminents confrères. Donc, bien sûr qu'on peut poser des questions, on peut contester la position de quelqu'un, mais là, on voit que c'est autre chose. C'est toute ce parti pris totalitaire disant « il est insupportable de donner la parole à quelqu'un », c'est-à-dire une destruction, en réalité, de tout ce qui fait la société occidentale, à la lumière d'une pulsion totalitaire. L'aurais-je assez dit ? Et l'an passé, invité au Québec, à Saint-Hyacinthe, si je ne m'abuse, le professeur Raoult avait abordé cette question en nommant la réalité de ce qu'il est effrayant de voir perdurer 5 ans après. Je lui laisse la parole. On ne peut pas vivre sans information contradictoire. C'est le principe, et là je vais être très sérieux, c'est le principe de notre civilisation. Ça commence comme ça à Platon. C'est le dialogue. D'accord ? C'est ce qu'on appellera ensuite la dialectique. Il faut qu'il y ait 2 paroles. Et ensuite, on en tire les conclusions qu'on veut, mais on ne peut pas interdire qu'il y ait une autre parole. C'est la base même de notre civilisation, c'est la base de notre culture, et donc, sinon... Quand il n'y a plus qu'une parole, on bascule dans ce que Hannah Arendt vraiment a défini comme étant le totalitarisme, et c'est comme ça qu'elle a dit finalement le stalinisme et le nazisme, c'est la même chose. Je sais que vous êtes sensibilisés au nazisme.
C'est la même chose, c'est-à-dire le totalitarisme, ça n'est pas de dire vous devez respecter la loi, parce que ça, bien sûr, on doit respecter la loi, qui théoriquement est la volonté de la majorité, mais ça ne veut pas dire que vous devez penser comme la loi. Vous pensez ce que vous voulez, mais vous appliquez la loi. Et donc, ce qui s'est passé dans le totalitarisme, c'est qu'on condamnait les gens parce qu'ils osaient penser autrement que ce que pensaient les gens qui les dirigeaient. C'est ça le totalitarisme, c'est les gens qui veulent rentrer dans votre pensée. Bon. Donc on voit un double standard absolu, on ferme les yeux sur une corruption massive qui crée d'énormes dégâts, on s'en prend à quelques boucs émissaires, dont le professeur Raoult et quelques autres, et puis dans un champ cognitif qui a été totalement verrouillé par la propagande. Un autre élément qui est tout sauf anodin est le fait que le média indépendant France Soir vient de voir sa chaîne YouTube restaurée après 4 ans de suppression. Donc souvenez-vous, au début de la crise, tous les médias mainstream embouchent les trompettes de la pensée unique et quelques propositions indépendantes font vivre d'autres discours, dont France Soir, qui obtient un certain succès, attire l'attention, s'attire les foudres des médias officiels qui le baptisent blog complotiste alors que c'est un média indépendant. Et puis la censure tombe du côté de YouTube qui supprime purement et simplement sa chaîne. C'est quelque chose que de nombreux dissidents ont vécu. Or, il s'avère que 4 ans plus tard, à la faveur d'une audition au Sénat américain, YouTube reconnaît avoir censuré des opinions pour des raisons politiques et non pas pour le prétexte invoqué à l'époque qu'elles contrevenaient aux fameuses règles de la communauté. Donc, depuis cette audition et la reconnaissance de ses torts par YouTube, François avait déposé une demande de rétablissement de sa chaîne. Et vous voyez la réponse de YouTube. Après réexamen, nous confirmons que votre chaîne n'enfreint pas les consignes suivantes, règlement de la communauté. Donc, il faut vraiment mesurer ce à quoi nous avons eu affaire. Il y a eu un ensemble de plateformes en ligne, et l'entier des médias, et l'entier de la classe politique, et l'entier des associations médicales qui ont quitté un statut d'honnêteté et d'intégrité, qui ont joué le jeu d'une pensée unique et de mesures absurdes, et en l'occurrence, Google a reconnu avoir cédé, je lis, à des pressions de l'administration Biden pour censurer du contenu non violent sur des sujets politiques et liés au Covid-19. Donc on est dans le cas de figure de la censure la plus abjecte, la plus indéfendable sur le plan juridique et politique. Et pourtant, vous avez aujourd'hui encore des gens comme le docteur Michel Matter ou l'ancien doyen de la faculté de la médecine de Lausanne, plus quelques trolls plus ou moins décérébrés qui hantent les réseaux sociaux, qui viennent hurler au loup parce qu'on ne reste pas dans cette logique de censure. Alors, je vais partager avec vous, bien sûr, l'intervention du professeur Didier Raoult au Club suisse de la presse. Il s'y exprime en tant que scientifique qu'il est, c'est notamment un des meilleurs connaisseurs des mutations. Vous savez qu'il a séquencé comme un forcené et en pouvant retracer tous les arbres des différents variants qui se sont abattus sur nous. Je rappelle qu'il n'y a pas eu des vagues du même variant. Il y a eu une première épidémie au printemps, puis après il y a eu des mutations qui ont déclenché de nouvelles épidémies. Ça peut malgré tout être bon de le rappeler. Maintenant, on cherche à nous effrayer avec le variant Frankenstein. On se demande ce qu'ils vont trouver pour la suite. Staline, Idi Amin Dada, Dracula, histoire de bien faire paniquer la population. Et donc Raoult s'exprime en tant que scientifique avec tout son bagage. Il n'y a absolument rien, à mon sens, de contestable ou de critiquable dans ses propos, hors d'un désaccord scientifique de bonne aloi. Mais vous avez des personnes, je le redis une fois de plus, comme certains journalistes et le président de l'association des médecins du canton de Genève, qui se lamentent qu'on ait laissé s'exprimer un des plus éminents scientifiques dans son domaine de compétences. Alors si ça ne finit pas par faire un tout petit peu réagir en se disant « mais dans quel monde vit-on ? Et ce monsieur Matter est-il un boutiquier ? Et si oui, au service de qui ? Ou défend-il l'intérêt et la probité de la profession ?» Il faut rappeler au passage que le fait d'interdire
aux médecins de soigner les gens, de priver les malades de soins. Alors que, je le rappelle, il n'y a pas eu de mortalité inhabituelle pour les moins de 75 ans. C'est-à-dire qu'en réalité, aucun médecin n'était en danger en recevant des patients. Et quelque chose sans précédent dans l'histoire de l'Occident, tout comme est sans précédent le fait d'avoir laissé des défunts se faire enterrer sans recevoir des obsèques décentes de la part de leur famille, comme est sans précédent le fait d'avoir maltraité et abusé des enfants avec un port du masque totalement inutile et dommageable sur le plan psychologique et physiologique, et de voir aujourd'hui encore des gens qui sont censés être responsables vis-à-vis de la collectivité défendre bec et ongle la dérive totalitaire à laquelle ont eu droit. En ce qui me concerne, ça continue de me rester en travers de la gorge et j'espère quand même que tôt ou tard, il pourra y avoir une manière de reprendre ces esprits dans la société civile. Toutefois, on voit que le fossé qui s'est creusé à l'époque n'est pas prêt de se combler, non pas parce que nous serions intolérants ou dogmatiques, mais parce que le camp d'en face est forcené dans sa manière de ne rien vouloir voir, de ne rien vouloir entendre, de ne pas vouloir réfléchir, de ne pas vouloir savoir. Ce qui évidemment va changer la donne tôt ou tard, c'est les données de santé. On a quelques études très alarmantes qui viennent notamment d'Italie et de Corée du Sud, avec une augmentation très significative des cas de cancer chez les injectés contre les non-injectés, plus 30% tout cancer confondu, plus 180% pour le cancer du pancréas. Ce sont des études populationnelles, statistiques à l'échelle de la population. Ça n'est pas contestable en termes de méthodologie et de gravité des données. Donc tôt ou tard, ça va revenir dans le champ de vision. Et là, tous ceux qui ont couvert cette truanderie absolue d'avoir convaincu les gens en les forçant au besoin qu'une expérimentation médicale risquée était absolument sans danger, vont avoir des comptes à rendre. Ça prendra encore probablement plusieurs années à voir l'obstination de ceux qui refusent encore et toujours d'ouvrir les yeux à ce sujet. Je vous souhaite la bienvenue ici au Club Suisse de la Presse. Nous avons le plaisir d'accueillir une rencontre aujourd'hui avec Didier Raoult, qui est organisée par l'association e-Convergence. e-Convergence organise ce soir un dîner-repas en présence de Didier Raoult. Pour cette raison, il y a cette rencontre cet après-midi au Club Suisse de la Presse. Didier Raoult est microbiologiste, il est créateur de l'IHV Méditerranée Infection à Marseille et il publie aujourd'hui chez l'éditeur Lafon, en collaboration avec Michel Drancourt, un livre intitulé « Les cold cases de l'histoire, quand la microbiologie révèle les histoires du passé ». Cette discussion, elle sera animée par deux journalistes, Amel Debay, journaliste à l'Impertinent, et Daniel Vermousse, qui est ici et qui est journaliste lui aussi. Je rappelle, comme ça a déjà été dit dans l'invitation, que cette rencontre s'inscrit ici au domaine de Pente dans un esprit de dialogue, dans un esprit critique aussi, et de respect de la liberté d'expression. À ce propos, et pour conclure cette très brève intervention, je convoquerai Voltaire, qui disait à son adversaire dans un débat « Je me battrai passionnément contre vos idées et tout aussi passionnément pour que vous puissiez les exprimer. » Puissions-nous tous ensemble, ici au domaine de Pente, comme ailleurs dans le monde, aussi être animés, comme Voltaire, de ces mêmes intentions. Ceci étant dit, mesdames et messieurs, je vous cède la parole pour l'organisation de ce débat-rencontre. À la suite de cette présentation, il y aura des questions. Priorité sera donnée aux journalistes dans la salle et puis évidemment à toutes celles et ceux qui souhaitent prendre la parole dans l'esprit de dialogue qui préside à ce lieu. Je vous passe la parole, peut-être à vous, Monsieur Vermouth. Merci. Ça marche, le micro? Oui, merci. Alors, voilà le fameux livre, qui donc, pour ceux qui ne l'auraient pas lu ou pas encore eu le temps de se le procurer,
Je vais faire un très bref résumé qui sera corrigé, je l'espère, par l'auteur, si jamais. Donc, il s'agit d'une étude de la paléomicrobiologie et qui retrace l'impact, au fond, des agents infectieux sur l'histoire humaine. On apprend aussi des tas de choses sur des personnages historiques comme Saint-Louis, qui serait en fait mort du scorbut, ou des suites du scorbut, ou du peintre italien Caravage, mort à la suite d'un duel, des blessures du duel, donc qui aurait été exploité par un staphylocoque doré. Mais on apprend aussi des choses plus générales sur le fait que notamment les virus peuvent, au fur et à mesure qu'ils mutent, ils atténuent leur virulence, leur capacité épidémique. Et il y a aussi le fait que aujourd'hui, on est un peu inquiet d'une possible augmentation des épidémies due à la population très nombreuse sur Terre, de population humaine, et aussi à la masse d'animaux domestiques qui sont des relais de transmission, comme on le sait, de tous ces agents infectieux. Donc la première question que j'aimerais poser au professeur Raoult, c'est faut-il réellement craindre le retour annoncé du Covid, puisque c'est un peu l'actualité aujourd'hui, à travers le fameux variant dénommé Frankenstein? Tout est dans le nom. Donc, si on l'a appelé Frankenstein, c'est pour foutre la trouille. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Mais biologiquement, il n'y a pas de raison d'avoir perdu. C'est un virus qui est un recombinant entre deux variants de Omicron qui, a priori, ne donnent pas de forme particulièrement sévère, en tout cas, pas qu'on ait observé. Donc, c'est l'évolution des virus, qui est une évolution très intéressante. Je cherche d'ailleurs pas du tout à relever des imperfections de la compréhension des virus. À peu près, en tout cas, mon analyse, c'est que la compréhension des virus, y compris chez beaucoup de spécialistes, était très modeste, en particulier parce qu'il y avait un grand retard mondial sur la séquence des virus. Et moi, j'ai eu la surprise, on a été les premiers à dire qu'il y avait un variant. On dit ça en juillet 2020. Et moi, j'ai eu la surprise de mon ministre et puis d'avoir le responsable virologue conseiller de dire qu'il n'y avait pas de variant dans ce virus il faut que vous sachiez, il n'y a pas de virus qui ne mute pas. Ça n'existe pas. Après, il mute à une plus ou moins grande vitesse. Les virus ARN, l'ARN, quand vous dupliquez l'ARN, y compris mécaniquement, il y a au moins une erreur pour 10 000 bases. Pour l'ADN, c'est une erreur pour 1 million de bases. Donc c'est pour ça que les grandes théories de l'évolution disent que la première invention, c'est l'ARN, avec sa grande variabilité, et la stabilisation de l'information, c'est l'ADN, parce que c'est beaucoup plus robuste, donc il y a beaucoup moins de variabilité, mais il y a de la variabilité aussi, et donc vous n'avez pas 2 cellules dans votre corps qui aient exactement le même génome, c'est pas vrai. Parce qu'il y a tellement de bases qu'il suffit, à chaque fois qu'on se dédouble, qu'on se multiplie, eh bien, il y a des petites modifications. Et dans un certain nombre de cas, c'est ce qui éventuellement entraînera un cancer. Donc, la variabilité du vivant, ce qui est un point aussi qui a fait question. J'espère que je vais heurter personne, mais il y a eu un grand débat au moment où on a découvert les virus. Quand on a découvert les virus, au début du XXe siècle, si vous voulez, il y a un grand débat entre 2 personnes très intelligentes, l'un qui était prix Nobel de médecine et de physiologie, et l'autre qui était prix Nobel de chimie. Le chimiste est le premier à avoir cristallisé un virus qui était le virus de la mosaïque du tabac. Et il a dit, puisque c'est un cristal, c'est une biomolécule, c'est pas vivant. D'accord ? Et donc ça signifiait derrière que l'idée de la mutation du vivant était quelque chose qui ne faisait pas partie de la définition de virus. Tandis que l'autre hypothèse sur les virus, c'est que les virus, qui étaient faits par des gens que je connais très bien, parce que c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, les bactéries intracellulaires, considéraient que les bactéries intracellulaires étaient quelque chose qui était intermédiaire entre les virus et les bactéries, d'accord ? Et que les bactéries étaient des réductions. Au fur et à mesure que vous viviez de plus en plus longtemps dans une cellule, vous vous débarrassiez de toute une quantité de gènes qui ne vous servaient plus à rien parce que vous viviez à l'intérieur d'une cellule. Ce qui est vrai pour les bactéries intracellulaires, mais enfin, elles ne deviennent jamais des virus. Mais elles deviennent, par exemple, des mitochondries. Vous avez tous des bactéries dans le corps qui sont des
Rickettsia, je suis désolé, c'est ce sur quoi je travaille, qui sont devenus des mitochondries et qui vous permettent d'utiliser l'oxygène. Donc cette variabilité, ce mélange des êtres vivants entre eux, c'est une base. Et donc ce qui s'est passé sur ce virus, premièrement, effectivement, des variants sont apparus. Le mot variant a été accepté ici, à côté de chez vous, par l'OMS à partir du moment où il y avait un variant anglais. Tant que c'était les miens, il n'y avait pas de nom. Mais à partir du moment où il y a un anglais, il a eu un nom. Il faut dire, je ne participe pas à ces réunions, donc je ne peux pas leur en vouloir. Et deuxièmement, on a vu assez rapidement, je crois qu'on était les premiers à publier ça, qu'il y avait entre l'alpha et le delta des virus recombinants, parce qu'on avait une jeune femme immunodéprimée qui a eu un virus alpha pendant 1 an, puis qui a eu un virus delta tout en conservant une infection chronique par ce virus alpha du fait de son immunodépression. Et on a vu tous les stades de réappariement entre les deux jusqu'au moment où il y en a un qui a fini par s'imposer et qui est devenu le variant qu'il y avait. Voilà. À quel moment est-ce qu'on peut décréter que ce virus est devenu endémique et que... C'est de l'épidémiologie. Ça veut dire il est endémique quand il sévit tout le temps. Donc c'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc il va pas. Il y a peu de chances de voir. C'est très la vie des coronavirus. C'est une chose qui est imprévisible. Donc, à chaque fois que quelqu'un vous prédit quelque chose, moi, de manière, par principe, je ne crois jamais les prédictions. On peut faire des prédications en arithmétique, mais dans le vivant, c'est trop complexe et notre degré d'ignorance est trop important pour faire des prédictions. Mais ce qui s'est passé, on avait bien observé, avant celui-là, il y avait eu 2 émergences de coronavirus qui sont aussi, enfin, il faut dire que ça vient des chauves-souris, tout ça, hein, donc, qui sont aussi issus de chauves-souris. L'un qui était le premier SARS, qui a donné une épidémie incompréhensible à Hong Kong, que même maintenant on n'arrive pas à analyser. Il y a des gens qui ont été contaminés, qui étaient à plus de 50 mètres ou 100 mètres de l'hôtel. Comment est-ce qu'ils ont attrapé ça? Ils ont des anticorps. C'était en quelle année? C'était très tranché, 2003. Et puis, ça a disparu, sauf, et il n'y a pas eu de rebond, sauf un voyageur, parce que les voyageurs sont partis un peu partout. Je ne sais pas s'ils sont venus en Suisse, mais enfin en France, on a eu 1 ou 2. Il n'y a pas eu de cas secondaires. Et le seul endroit où il y a eu une micro-épidémie, c'est à Toronto. Et ça s'est arrêté là, dans le personnel soignant. D'accord ? Et le virus a disparu. D'accord ? Et puis il y a un autre coronavirus qui est apparu, dont on sait qu'il vient lui aussi des chauves-souris, mais qu'il est passé par les chameaux et qui a donné le MERS coronavirus, c'est le coronavirus d'Arabie Saoudite. Il reste mystérieux, celui-là. Il n'a jamais donné d'épidémie, il a donné des cas sporadiques et puis des cas de transmission personnelle médicale. Bien sûr, le personnel de santé, le personnel le plus exposé aux maladies épidémiques. On appelle ça les sentinelles de l'épidémie. On sait que quelque chose est contagieux quand un médecin a la même maladie que le malade qu'il a vu la semaine d'avant. Et donc on découvre que c'est contagieux. C'est comme ça que le SARS a été trouvé, c'est comme ça que le MERS corona a été trouvé. Mais dans le MERS corona, on ne sait pas pourquoi. Il y en a chez les chameaux. Il n'y a pas que des chameaux qu'en Arabie Saoudite, il y a des chameaux partout autour qui sont porteurs. Dans le nez, on trouve du MERS corona, mais les humains ne font pas de MERS corona. Et donc, on se pose la question de l'hôte intermédiaire, puisqu'il y aurait un deuxième hôte intermédiaire en dehors du chameau. Et il est possible, enfin en tout cas moi c'était ma théorie quand j'ai discuté avec eux, que ce soit les babouins, parce qu'en Arabie Saoudite il y a des troupes de babouins, de plusieurs centaines de babouins qui vivent à proximité, qui sont anthropisés, qui vivent très très proches. Voilà, et donc les virus, donc une des choses, je voudrais revenir sur mon livre, là, que vous l'achetiez, enfin, une des choses que l'on a regardé, on a inventé ce champ que j'ai appelé la paléomicrobiologie avec, pareil, ça a été une bagarre absolument terrible parce que on se battait, c'était un destin, on se battait contre la peur de l'époque, qui est la peur des années 90, ceux qui sont suffisamment âgés doivent s'en souvenir, qui était qu'on ait une épidémie de fièvre hémorragique. Alors ça devait être Ebola ou Marbourg, etc., qui allait donner une énorme épidémie hémorragique. Et il y avait 2 best-sellers extraordinaires, il y avait des projets scientifiques très importants de l'NSF que j'ai reviewés moi-même, hein, donc je sais de quoi je parle, en réalité, on s'est trompé, la peste, c'était pas la peste, c'était une épidémie de fièvre hémorragique.
Et ça, c'était lié à une ignorance de l'histoire et des textes très, très particuliers, parce qu'en réalité, ça a été très, très bien décrit cliniquement en France, la peste, et donc fièvre hémorragique, ça ne donne pas un gros ganglion qui suppure, ça n'existe pas. Si vous regardez même, c'est même une curiosité culturelle, vous n'avez qu'à regarder les peintures de Saint-Roch. Saint-Roch, c'est le saint de la peste, et vous voyez qu'il montre son naine, qui est un bubon. Bubo, c'est l'aine, hein, ça veut dire c'est ganglions de laine. Donc on savait très bien qu'il n'y a qu'une maladie qui donne des ganglions de laine, c'est la vraie peste, celle qui a été découverte par un Suisse d'ailleurs. Hier soir, les gens l'hommage acquis de droit. Hein. Yersin, c'est suisse. Mais tout de même, dans votre livre, vous évoquez l'augmentation probable du nombre d'épidémies et peut-être d'épidémies dangereuses qui pourraient survenir. Est-ce que, si c'est le cas, si on a quelque chose de vraiment dangereux, est-ce que les mesures qui ont été appliquées pendant l'époque Covid restent pertinentes? Sur l'épidémie, j'essaie de l'expliquer là, puis on va rebondir. Vous savez que c'est difficile de me contrôler. Pour avoir une épidémie, il faut qu'il y en ait beaucoup de la même espèce au même endroit. Il faut de la densité et du nombre. Sinon, il n'y a pas d'épidémie. Il y a les cas sporadiques. Il faut que ça puisse se transmettre. Pour que ça se transmette, et puis, au fur et à mesure de la mondialisation, donc on estime que les premières épidémies sont arrivées au tout début de la formation des grands villages, des petites villes, parce qu'il faut bien qu'il y ait une transmission qui se fasse. Ultérieurement, bien entendu, il y a eu un pas majeur qui s'est fait dans les épidémies, que je raconte là-dedans, qui a été la communication. Je ne veux pas dire la découverte de l'Amérique, parce qu'il y avait des Américains qui vivaient très bien avant qu'on les découvre, donc ils n'ont pas été découverts, mais ils ont été rencontrés par les Européens, et ils ont échangé toute une quantité de choses. Et je dis souvent ça pour mettre ça en perspective. Bien sûr, des maladies épidémiques, ils nous ont donné la syphilis, mais ils nous ont donné le typhus aussi, mais nous, on leur a donné la typhoïde, on leur a donné la rougeole, on leur a donné la variole. D'accord ? Et la typhoïde, c'est un phénomène, on sait ça depuis extrêmement peu de temps, c'est sur le modèle de ce que nous avons mis au point pour détecter les épidémies, ça a été trouvé chez les Aztèques, où il y a un massacre considérable chez les Aztèques qui est dû à la typhoïde. Les Grecs, en utilisant la même méthode que nous, ont montré que la peste d'Athènes, c'était la typhoïde aussi. D'accord ? Donc il y a des choses qui s'éclairent, et ça, c'est une maladie qui est strictement humaine, épidémique, et qui continue. Vous voyez, il y a deux outils qui nous permettent de voir les choses. C'est beaucoup la séquence, quand même, la séquence moléculaire. Sur la typhoïde, ça, je suis content, mais ce n'est pas du tout un travail qu'on a fait nous, c'est un travail de gens qui ont travaillé en parallèle à ce qu'on fait, qui est magnifique, qui est les gens du Sanger Center, et par qui il a séquencé, je ne sais pas combien, 40 000 souches de typhoïde contemporaines. Et c'est seulement quand on a séquencé ces souches qu'on s'est rendu compte que 60% des typhoïdes de la surface de la Terre étaient une épidémie pure due à un clone. C'est-à-dire, au départ, une seule souche, qui s'est répandue de partout, qui est partie d'Inde, qui a remonté l'océan Indien, qui est arrivé dans la corne de l'Afrique, qui est descendu en Afrique, et qui a... Donc c'est des épidémies, il y a beaucoup d'épidémies qui sont invisibles. Les staphylocoques multirésistants, en réalité, c'est des épidémies dues à 2 ou 3 clones qui sont nés dans quelque chose sur lequel je reviendrai, qui sont dans les élevages de poules. Et ils sont résistants, c'est pas la faute des médecins généralistes, hein, c'est la faute des agriculteurs et des vétérinaires, qui bourrent d'antibiotiques, en pratique. Alors même quand c'est interdit en Europe, c'est interdit. Les antibiotiques sont considérés, y compris toujours actuellement aux États-Unis, comme étant des facteurs de croissance. Ça fait grossir les animaux jeunes. Donc c'est interdit depuis 1972 théoriquement en Europe, où c'est remplacé par les probiotiques. Donc faites attention, il y a des probiotiques qui sont utilisés pour faire grossir les animaux, faire grossir les petits. Hein. Donc c'est pas toujours bon, les probiotiques. Il y a ceux qui font grossir, ceux qui ne font pas grossir. Mais comme on continue dans les élevages, à les utiliser pour éviter les épizooties, les épidémies animales. Et donc s'il y a un cas de diarrhée, par exemple, eh bien, vous pouvez traiter les 300 000 poules que vous avez avec des antibiotiques, il y a une pression considérable. Donc on sait ça, les gens se sont beaucoup posés de questions de savoir pourquoi il y a une telle épidémie, en particulier en ville, pas seulement à l'hôpital. À l'hôpital, il y a une pression, bien sûr, d'antibiotiques qui est très importante parce que les gens, c'est très dense et il y a beaucoup d'antibiotiques utilisés. Mais en ville ou à la campagne, la pression est faible. C'est pareil sur le Escherichia coli. Donc Escherichia coli, on s'est rendu compte seulement récemment, au XXIe siècle, que les infections urinaires, en particulier les cystites, les infections urinaires de la femme, ont été
une épizootie, c'est-à-dire c'est dû à une épidémie essentiellement chez les poules, d'accord, et que cette épidémie chez les poules donne des Escherichia coli qu'on appelait avant les Escherichia coli aviaires, des oiseaux, si vous voulez, et quand on les mange, les femmes qui mangent ça sont susceptibles de faire une infection urinaire avec, et on le sait seulement parce que par la séquençage, on a identifié, en France, il y a eu, je sais pas, jusqu'à 40% des infections urinaires qui étaient dues à 3 clones qui étaient d'origine aviaire. Et pratiquement toutes les Escherichia coli qu'on trouve dans les cystites sont d'origine aviaire, viennent des oiseaux. Et donc, dans ce livre, je fais une théorie que donc pour l'instant, je ne me suis pas contredit. Ne vous imaginez pas que je me contredise jamais, je me contredis assez souvent. Mais un des éléments qui était très intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe avec la grippe, qu'est-ce qui se passe avec les coronavirus dans l'histoire. Alors, avec Michel Danco, moi j'ai commencé à regarder dans la pulpe dentaire par technique moléculaire, le PCR, dont vous avez tous entendu parler, et séquencer ça. Très bien. Parkhill, celui dont je vous parlais pour la typhoïde, lui a fait ça dans le tartre, dans les dents qui restent, dans les squelettes, il n'y a pas grand-chose, il y a les os et les dents. Hein. Les dents, la pulpe dentaire, c'est magnifique parce que c'est un petit tissu très vascularisé, donc si vous l'ouvrez, il faut avoir des dentistes, ça c'est très précis. Si vous l'ouvrez, vous trouvez une poudre dedans, vous faites la PCR, non seulement ça, mais on a mis des photos, on voit 3000 ans après, on voit toujours la structure, les globules rouges, les globules blancs, c'est incroyable, la manière dont c'est conservé est juste incroyable. Donc nous, on s'est d'abord servi de ça. Et puis Parkhill a commencé, lui, à gratter le tartre, et il est parti du néolithique jusqu'à maintenant pour regarder ce qu'on trouvait comme bactéries. Vous voyez que c'est devenu la grande mode, la métagénomique pour le microbiote, voilà. Qu'est-ce qu'on trouve comme bactéries? Et il trouve une fracture dans la composition des bactéries à partir du XVIIIe siècle, où on commence à trouver les streptomutans, et ça, c'est le sucre. Et ça, nous, quand on a lu ça, on a repris les squelettes dans le temps, c'est les caries. Donc les caries, c'est l'industrialisation du sucre qui modifie le microbiote dentaire, qui introduit les streptos avides de sucre dans les dents et qui fait que, eh bien, beaucoup de gens ont des caries, en particulier quand ils mangent du sucre. Quand ils mangent plus de sucre, il n'y a plus de caries. Hein. Donc c'est directement dépendant du taux de consommation de sucre. Donc nous, ça nous a donné, très bien, ça nous a donné l'idée de regarder dans le tartre, puisque jusqu'à présent, on a regardé dans la pulpe dentaire, donc de gratter le tartre, et d'autre part, d'utiliser d'autres techniques, en particulier pour les virus ARN, parce que les virus ADN, ou l'ADN en général, ça se conserve pas mal. Mais l'ARN, ça se conserve assez mal, et donc pour les virus ARN, c'est très compliqué. Mais, heureusement, quand on a fait ça, Michel Danco a fait, alors ça c'est vraiment sa partie de son travail à lui, il a commencé à regarder les protéines. Et là, les protéines de virus ARN, elles se conservent aussi bien que les protéines de virus ADN. Et puis, on a regardé, c'était l'étape suivante. Alors, il y avait une équipe qui avait fait ça il y a une quinzaine d'années, on regardait ça avec scepticisme. Vous savez, quand les autres font un travail pour la première fois, on regarde toujours ça avec scepticisme, hein. Y compris nous. Mais nos travaux aussi, ne vous inquiétez pas, les gens les regardent avec scepticisme tant qu'il n'y a pas une autre équipe qui l'a fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et donc, Michel a fait de la sérologie dessus. C'est-à-dire qu'on peut faire de la sérologie, là, par exemple, une des choses qu'il a fait, de la sérologie de la syphilis chez quelqu'un qui est mort il y a 5 siècles. D'accord ? Et donc, on a regardé avec ça. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est, bien sûr, c'est l'actualité. Donc, c'est des choses qui ont été faites les 2 dernières années. C'est la grippe et les coronas. D'accord ? Alors, les coronavirus du groupe du Covid, pas le Covid, hein, le groupe du Covid, on en a trouvé jusqu'au XVIe siècle. Donc, au XVIe siècle, il y avait déjà des coronavirus qui circulaient et qui donnaient pneumopathie. D'accord ? Pour la grippe, il n'y a rien que l'on ait trouvé avant la Première Guerre mondiale. Et donc, mon avis, jusqu'à ce qu'on change, mais pour l'instant, qui est confirmé par les travaux récents, qui ne sont pas encore dans le livre, qui ne sont pas encore publiés, mais parce qu'on a testé maintenant un certain nombre de dents du 19e siècle, c'est qu'il n'y avait pas de grippe avant le 20e siècle. Que ça commence avec la grippe espagnole, qui est colossale, qui bouleverse le monde, qui tue beaucoup de gens. Et pourquoi est-ce que ça commence à ce moment-là ? C'est à ce moment-là qu'on commence à pouvoir faire des élevages intensifs de poules, parce qu'on les supplémente, en particulier en vitamines. Et donc on commence à pouvoir les élever, comme vous avez vu, dans des hangars, là, où on en met des milliers là-dedans. Oui. Et alors quand vous mettez comme ça des bestioles, des milliers de bestioles les unes à côté des autres, elles se transmettent tout ce que vous voulez. Et vous savez bien que le virus de la grippe, il vient des poules, il vient des oiseaux. Avec souvent, comme pour ce qui est venu des chauves-souris, un autre intermédiaire, qui est souvent le porc.
Ça a été souvent le porc parce que il y a des co-élevages, en particulier, c'est pour ça que ça vient souvent de Chine, il y a des co-élevages de poules et de porcs à haute densité, et donc les poules de temps en temps ont des virus qui se mélangent avec les virus de porc, et ça donne un virus qui fait un saut d'espèce plus facile. Donc ça fait un hôte intermédiaire qui fait un saut d'espèce plus facile pour attaquer l'homme. Donc voilà, c'est des leçons qu'on peut prendre de la paléomicrobiologie. Mais professeur, excusez-moi de vous couper. Donc là, on a plongé dans l'histoire avec ce livre, mais qu'est-ce que l'histoire nous dit du futur? Qu'est-ce que vous avez appris qui pourrait nous donner des notions de comment la prochaine pandémie pourrait... Encore une fois, ce que déjà nous, moi j'ai énormément travaillé, surtout que c'était le seul champ où j'avais accès à toutes les données sans qu'on puisse m'en empêcher. J'ai beaucoup travaillé sur l'évolution des séquences génétiques du Covid. Ce qu'on voit, ce qui moi m'a expliqué des choses, mais ce qui a été trouvé aussi dans la paléomicrobiologie, c'est que les clones infectants comme ça ont la plupart du temps une durée de vie limitée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je disais au début, vous savez, ça devrait durer 3 mois, ça fait une courbe en cloche comme ça, puis ça s'arrête. Sauf si, bien entendu, il y a des mutations qui permettent de voir apparaître un nouveau variant qui lui-même va donner une cloche qui va durer plus ou moins comme ça. Alors ça, on sait pourquoi maintenant, c'est-à-dire que quand il y a un variant comme ça qui apparaît, quand il y a un variant comme ça qui apparaît, bien entendu, il n'arrête pas de muter. Il fait même plus que muter, ça c'est une chose qui est très troublante. Il ne faut pas croire, si vous lisez, je m'excuse, vous le vérifierez, si vous lisez qu'on a analysé, on connaît le génome d'un virus, il ne faut pas le croire, ça n'existe pas. Ce que vous connaissez, c'est un truc que vous connaissez bien en Suisse, hein, c'est le génome démocratique. Parce qu'un virus, quand vous faites multiplier un virus, et que vous ressortez avec 10 puissance 8 ou 10 puissance 10 copies, pratiquement toutes les copies ont au moins une base de différence. Donc pour reconstruire tout ce qui est publié, 100%, pour reconstruire les choses, on fait un artefact, d'accord, qui est de dire, voilà, à la place 1, il y a 3 fois A, 2 fois C, 1 fois T, on va l'appeler A. À la place 2, il y a 3 fois C, 1 fois A, 2 fois T, on va l'appeler C. D'accord ? Mais c'est pas vrai. Les virus n'ont pas une séquence unique. C'est pas vrai. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit. Et donc quand nous on a appelé ça, on vient de baptiser ça la horde sauvage, quand vous toussez sur quelqu'un avec un corona, vous ne lui envoyez pas une séquence, vous lui envoyez peut-être 10 ce qu'on appelle des quasi-espèces, si vous voulez, différentes, dont on ne sait pas très bien. C'est peut-être une des choses qui explique la variabilité de la clinique, si vous voulez, chez les gens au cours d'une maladie qu'on étiquette de la même manière, dont on ne sait pas très bien ce que ça signifie en fonction de la proportion des différentes quasi-espèces. Le seul domaine qui a été exploré pour ça, et c'est pas nous qui l'avons fait malheureusement, c'est un travail d'un type qui a fait ça pendant 20 ans, c'est d'expliquer dans la rougeole, on voyait qu'il y avait 2 variants majoritaires au cours des rougeoles. Un variant qui était majoritaire dans l'appareil respiratoire, c'était découvert dans le Covid aussi, hein. Il y a des variants majoritaires en fonction des viscères. Et puis un variant majoritaire dans les organes digestifs. D'accord ? Et lui, au départ, son hypothèse, il a dit, mais on est infecté par un virus, et puis ce virus, en multipliant, il fait un variant qui va aller dans le tube digestif et infecter ou pas. Et après, il a compris que pas du tout. Non, c'est l'infection depuis le départ est avec les 2 variants, en proportion plus ou moins importante, ce qui fait que les symptômes vont être plus ou moins respiratoires ou généraux. D'accord ? Et c'est ce que nous, on appelle la horde sauvage, c'est-à-dire, effectivement, quand vous êtes infecté par toute une bande de virus. Il y en a un qui est dominant, ou qui est plus rapide que les autres, mais il y a les autres aussi. Et donc, on n'est pas... Et en réalité, on savait ça pour le sida, par exemple, depuis bien longtemps. Nous, on avait travaillé sur les quasi-espèces du sida. On savait, c'est une des raisons pour lesquelles on voulait, c'était un autre sujet de discorde, on voulait séquencer nous-mêmes, on avait fait un centre de séquençage très important pour le virus du sida, parce que vous pouviez voir que dans les séquences minoritaires, il y avait des séquences qui portaient les mutations de résistance aux antiviraux. D'accord ? Donc, le virus n'était pas résistant. Si vous le testiez par un test biologique, il n'était pas résistant.
si vous regardiez les séquences, si vous l'externalisez pour le faire dans le privé, ce qui a été fait par 90% des gens qui ne voulaient pas s'embêter à apprendre la séquence. C'est compliqué au début d'apprendre la séquence. Donc, ils vous rendaient en réalité la séquence démocratique. Mais si vous regardiez, vous, la séquence, alors qu'on n'avait pas le degré de précision qu'on a maintenant par séquence, on fait 1000 à 10 000 copies. Hein, donc, même s'il y en a des très rares, on les voit. Mais même à cette époque-là, s'il y avait 10% des séquences qui portaient une mutation de résistance, vous pouviez l'identifier et dire, écoutez, voilà, dans 3 mois, il sera résistant. D'accord ? Donc, le phénomène de quasi-espèce, c'est un phénomène qui avait déjà une utilisation, si vous voulez, dans le sida, très, très notable, hein, très, très importante. Donc, et ce qu'on voit, c'est effectivement ces virus, au fur et à mesure qu'ils mutent, pour la plupart des virus, ils ont deux destins, si j'ose dire, ou bien alors ces mutations font qu'ils ont une co-adaptation avec leur hôte, et ça, généralement, on connaît ça depuis la myxomatose, il faut les regarder, c'est pas trop truqué, mais c'est pas d'enjeu. Alors, regardez la myxomatose sur votre source habituelle, vous allez voir, c'est un truc qu'on avait importé pour tuer les lapins en Australie, puis ça tuait trop de lapins, puis ça a exterminé tous les lapins, puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça tuait beaucoup moins de lapins, et que le virus, qui était un poxvirus, avait muté, et que donc il ne tuait plus les lapins à cette vitesse-là, c'était comme ça. Donc il y a une co-adaptation. Et il y a des virus qui ont eu cette adaptation. Le plus long qu'on connaisse, avec la paléomicrobiologie, quand on a commencé, les premiers papiers, c'est 1997. Mais ça se multiplie beaucoup maintenant, parce qu'avec les outils qu'on a, c'est plus simple. Mais ils sont de moins en moins dangereux, à savoir, par exemple, le dernier variant du Covid, là, est-ce que la dangerosité baisse avec le temps ? Et les assez souvent, en tout cas c'est le cas de la myxomatose. Encore une fois, moi, vous ne me ferez pas prédire quoi que ce soit. Je ne suis pas bien Nostradamus habitait juste à côté de chez moi, mais je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un gourou, je ne fais jamais de prédiction, et je ne sais pas la faire. Le monde est trop compliqué. Déjà, je pense qu'il faut passer beaucoup de temps à l'observer, et que si on l'observait plus, on dirait moins de bêtises. C'est mon opinion. Donc, on a bien compris votre prudence, et puis elle est tout à fait louable. Mais la question qu'on aimerait quand même poser pour le futur, c'est en cas d'épidémie ou d'infection réellement dangereuse pour l'humanité, est-ce que les mesures de confinement, de restriction de toute une série de libertés qu'on a connues seraient justifiées s'il y avait un réel danger beaucoup plus fort que le Covid? Écoutez, je vais vous dire. Je suis un scientifique, mais surtout, j'ai commencé, si vous voulez, par être un docteur. D'accord ? Et docteur avec une maladie infectieuse, ce qui est une denrée rare, hein, puisque, y compris nous, dans notre gouvernement, les gens disaient, écoutez, il faut sortir le côté artisanal de la médecine. Il faut enlever ça aux médecins. Il faut que ce soit des gens sérieux qui s'occupent de ça. Bill Gates, pardon. Des gens sérieux qui s'occupent de ça, pas des docteurs. Mais nous, dans la médecine, on disait, voilà, 1, il faut avoir les signes. 2, il faut faire le diagnostic. La maladie infectieuse, c'est faire un diagnostic. Soit on trouve une trace de la bestiole, soit on trouve des anticorps contre la bestiole. Et un traitement, c'est-à-dire on prend ce qu'on a pour traiter. Voilà, ça c'est les maladies infectieuses. Et nous, c'est ce qu'on a fait, et c'est ce que je pense que malheureusement, dans beaucoup d'endroits, on n'a pas fait. C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas vu un seul malade ont dit « mais c'est pas compliqué, c'est la grippe ». Mais ce n'était pas la grippe du tout. Alors je vais vous dire les éléments que nous, on a trouvé. Le premier malade qu'on a vu, il avait une anosmie, une agueusie, ça ne sentait plus les odeurs et n'avait plus le goût. Ce qui a été un des signes très importants du premier variant. D'accord ? Et on a su secondairement que les gens qui avaient l'anosmie et l'agueusie faisaient des formes beaucoup plus bénignes que ceux qui n'en faisaient pas, qui faisaient des formes pulmonaires graves. Vous voyez, donc ça c'est être docteur. Vous voyez, on examine les gens, après on regarde leur devenir, ce qu'ils font. Deuxièmement, et puis ensuite, on s'est rendu compte, il y a une chose qui était la plus grande différence, et probablement la plus grande bêtise de mon point de vue qui a été faite, et que j'ai tenté de corriger, et j'étais le premier à dire ça, et je suis content qu'après tout le monde l'ait fait, c'est que l'insuffisance respiratoire du Covid n'est pas du tout celle de la grippe. Celle de la grippe est une insuffisance respiratoire qui est ventilatoire. Et ce qui se passe quand vous avez cette insuffisance respiratoire, c'est que l'échange gazeux avec l'oxygène et le dioxyde de carbone se fait mal. Et donc vous avez moins d'oxygène et plus de dioxyde de carbone, le gaz carbonique. Et le gaz carbonique, c'est ça que vous sentez quand vous êtes essoufflé. D'accord ? Mais dans le Covid, ce n'est pas le cas. Dans le Covid, le problème de la ventilation est d'origine vasculaire. Ça vient par les vaisseaux.
Et ce qui se passe, c'est que vous avez une baisse de l'oxygène longtemps avant que vous ayez aussi une montée du gaz carbonique, ce qui veut dire qu'au moment où vous allez monter du gaz carbonique et au moment où vous êtes essoufflé, eh bien, vous êtes très proche de la réanimation. C'est très tardif. D'accord ? Et donc, nous, quand on a vu ce qu'on a appelé l'hypoxie heureuse, quand on a vu ça, on a dit, mais attendez, il faut mesurer l'oxygène, et si vous donnez de l'oxygène aux gens, ils ne vont pas s'épuiser, ils n'arriveront pas à la détresse respiratoire. Il faut donner de l'oxygène, même si les gens ne sont pas essoufflés, parce qu'il faut le mesurer. Après, ça a entraîné un ravage dans toutes les pharmacies où tout le monde est allé s'acheter des oxymètres de poux pour prendre leur oxygène quand ils étaient malades, ce qui est une très bonne idée. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous n'avez pas de malade. Donc vous voyez, ça, c'est les signes. Les troubles de la coagulation, c'est pareil, on les a observés, il n'y en a pas dans la grippe. D'accord ? Donc il faut le savoir. Donc après, on a dosé les dédimères pour savoir. Donc après... Donc si on repart sur nous, moi quand j'avais fait cette proposition, parce que quand même la prévision des épidémies, j'ai fait un énorme rapport au ministère de la Santé en 2002-2003 pour leur dire ce qu'il fallait faire. Alors après on est les seuls à l'avoir fait, on a construit un hôpital autour de ça. Il faut avoir des gens qui observent, ensuite qui isolent les malades éventuellement et qui ont les moyens de faire du diagnostic. Moi je ne sais pas comment ça s'est passé en Suisse. En France, si vous voulez, l'Institut Pasteur disait qu'ils étaient les seuls à pouvoir faire une PCR pour truc. Après, on en faisait 1 million par semaine en France. Hein. Nous, on en faisait 3000 par jour. Hein. Donc, il n'y avait que 2 endroits où on pouvait le faire parce que les autres étaient trop bêtes pour faire de la PCR. Nous, on en faisait 300 000 PCR des autres bestioles par an. Donc, si je voulais me dire qu'on ne savait pas faire la PCR, c'est un truc ridicule. Mais ni nous, ni les autres. La plupart des gros laboratoires savent faire ça. Donc, il n'y avait que ceux qui avaient le droit de faire la PCR, ce qui faisait 40 par jour à Paris. Mais c'est ridicule. Donc, ça veut dire que vous ne pouviez pas tester les gens. D'accord ? Donc nous, on a dit, mais pas du tout, on va tester tout le monde, puis on va tester tout le monde. Donc il faut équiper les gens pour qu'ils puissent faire des tests et augmenter leur capacité de test. Il faut avoir une espèce d'autonomie quand même au niveau du pays, parce que moi j'avais appris que Trump s'était adressé à Qiagen en leur disant, je ne veux plus que vous donniez les réactifs Qiagen à qui que ce soit d'autre que les États-Unis, parce qu'on a besoin de centaines de millions de PCR. Donc en plus, il y a l'autonomie, avoir un minimum d'autonomie pour répondre à ça, c'est être capable de fabriquer soi-même la PCR, ce qui n'est pas très compliqué, c'est un élément de défense nationale. Et c'est très important. La troisième chose, c'est, encore une fois, si nous, on a trouvé des variants, si après tout le monde s'est mis à trouver, c'est qu'on avait de quoi les séquencer. Nous, on s'est rendu compte qu'il y a la moitié, il y avait un CHU sur 2 qui n'avait pas de quoi séquencer le virus du Covid en France. Donc, vous voyez, c'était l'inverse de ce que j'écrivais, moi, il y a 23 ans. Vous voyez, donc l'équipement, avoir déjà au moins un laboratoire de sécurité pour pouvoir cultiver des choses un peu compliquées, la capacité de faire des milliers de PCR, la capacité de séquencer les génomes quand on a des virus pour voir s'ils sont en train de changer ou s'ils ne sont pas en train de changer, ça, c'est des éléments de lutte contre le truc. Sinon, on arrive dans un truc, mais je vous ai promis que je ne serai pas... Je ne ferai pas de controverse, mais l'idée que dans une épidémie, on puisse lutter contre une épidémie avant qu'elle arrive, avant de l'examiner, avant de savoir ce que c'est, en préparant un vaccin en 6 mois, c'est une vision qui n'est pas médicale. Oui. Ne serait-ce que parce que si vous préparez un vaccin en 6 mois, vous ne pouvez pas savoir ce que sont les effets à 1 an. Là, les effets à 1 an, on le trouve. Hein. Donc on verra bien, l'histoire tranchera. Et donc l'idée que la lutte contre une épidémie, c'est la vaccination, ça c'est la lutte contre les épidémies qui sont connues, identifiées, d'accord ? C'est pas la lutte contre les maladies émergentes. Vous voyez, les maladies émergentes, c'est autre chose. D'abord, il faut les observer, il faut comprendre ce que c'est, il faut voir comment ils réagissent. Notre cause d'observation, qui est une des raisons pour lesquelles j'avais un peu de recul sur cette affaire, c'est que comme on a eu 30 000 personnes qu'on a suivies avec le Covid-19 en 2 ans. Donc on a vu qu'il y a des gens qui faisaient 2 épisodes de Covid-19. On était les premiers à prouver que c'était vrai, c'est-à-dire qu'on a fait, sur le même prélèvement, ensuite on a fait le génotype du patient pour montrer qu'on ne s'était pas trompé de tube. D'accord ? On a montré, donc sur le même patient, c'est le même patient, avec 2 virus différents à 2 mois d'intervalle. Donc ça veut dire que cette maladie n'est pas protectrice. Il n'y a pas d'exemple dans la littérature connue de vaccins qui marchent sur des maladies qui ne sont pas immunogènes. Ça n'existe pas. On ne sait pas faire mieux que la nature pour l'instant. Tous les vaccins qu'on connaît, c'est des trucs où on a imité la nature. La rougeole, on l'a fait qu'une fois. La varicelle, on l'a fait qu'une fois. Le zona, c'est la même varicelle que l'on a eu une fois. C'est pas une autre maladie, vous voyez. La rubéole, on l'a fait qu'une fois. Tout ça, toutes les maladies qu'on ne faisait qu'une fois, qui sont immunisantes,
de faire un vaccin, ça va de soi. Mais si vous observez dans la maladie qu'en réalité les gens rechutent, enfin refont des maladies, la possibilité que le vaccin soit plus efficace que l'infection clinique, si vous voulez, est assez modeste. Donc tout ça, je m'excuse de dire ça, mais ça veut dire que c'est pas virtuel la médecine. Vous voyez, c'est pas un truc d'informaticien. Hein. C'est un truc de docteur. Il faut regarder les malades, il faut les observer, il faut regarder, essayer de comprendre quand c'est bizarre. Vous voyez, c'est ça la médecine en particulier. Au début. C'est-à-dire quand vous ne connaissez pas encore la maladie, vous ne pouvez pas dire, voilà, je n'ai jamais vu cette maladie, mais je vous le dis, c'est comme une grippe. C'est pas vrai. C'est pas parce que c'est un virus qui affecte les poumons à la fin que c'est une grippe. Enfin, c'est pas vrai. Oui. Malheureusement, l'heure avance. Et puis voilà. Donc on avait prévu, je sais pas si tu as encore une question. Oui, pour conclure, docteur, je voulais savoir, puisque le doute est le fondement de la science, j'imagine que ça vous est arrivé de douter de vous-même également, et je voulais savoir dans quel cas de figure, durant ces 5 dernières années, est-ce que ça vous est arrivé de vous... Si vous voulez, bien sûr, non seulement le doute, mais si vous voulez, j'ai passé 30 ans de ma vie d'enseignant à dire aux gens, vous savez, quand vous faites une expérience, il n'y a que il faut que vous appreniez à regarder bien votre expérience, parce que les seules qui sont intéressantes, c'est celles qui ne confirment pas votre hypothèse de base. Voilà. Celles qui font l'inverse, c'est d'ailleurs assez facile à reconnaître, c'est celles qui font quelque chose qui est absolument imprévu, qui sont très difficiles à reconnaître. Et parfois, il nous faut 2 ou 3 ans de recul pour nous rendre compte qu'on est passé à côté de quelque chose qu'on avait, mais qu'on n'avait pas envisagé comme hypothèse. Einstein dit ça, on ne voit que ce que la théorie permet. Donc, bien sûr, on se trompe. Et donc, on n'arrête pas de se tromper, de revenir. Pour cet épisode, si vous voulez, la question qui s'est posée pour moi, qui est une question de divergence, d'ailleurs, avec une quantité de personnes, c'est que moi, ce dont je parlais, c'est ce que nous observions quotidiennement. C'est-à-dire que moi, j'avais 2 tableaux que je m'étais fait, de tous les gens. Donc, quand les gens ont su qu'on testait les gens, vous savez, ils gueulaient à Paris, puis ils prenaient le train et venaient se faire tester chez nous, parce qu'ils ne pouvaient pas se faire tester à Paris, quand même, ce qui est un paradoxe. Je ne sais pas si vous avez vu ces images de queue devant. Heureusement, on a réussi, avec les pompiers, la police, à gérer ça pour qu'il n'y ait pas 1 kilomètre de queue devant l'IHUS. Donc, on a eu, donc, je vous ai dit, on a fait jusqu'à 3000 tests par jour. On a fait 1,2 million de tests. Donc, on a une expérience de ça et de la PCR. Et donc, ce dont j'ai parlé pendant tout ce temps, c'est de l'observation. C'est de l'observation. C'est pas ce qui était une différence, si vous voulez. Sur la plupart des choses, je n'avais pas d'opinion du tout. Donc, ce qui m'intéressait, y compris sur le traitement, parce que je ne veux pas revenir sur les autres, mais c'est ce qui m'intéressait pour la vaccination, par exemple, si vous voulez, c'est après, quand on a commencé, on a ouvert un centre de vaccination, donc on n'était pas ni anti-vax, ni rien du tout. On voulait simplement que les gens qui se vaccinent décident de se vacciner, qui signent un papier disant qu'ils voulaient être vaccinés. Les gens veulent être vaccinés, ils ont le droit. Et vous avez douté de quoi, alors ? De quoi j'ai douté dans cette hypothèse. Vous savez, j'ai pas fait de théorie, alors j'ai pas eu tellement de doutes, parce que ce que j'ai fait, c'est une recherche très, très empirique, vous voyez, c'est très pragmatique. C'est du terrain. Oui, c'est du terrain. Et donc, on n'avait pas de... On s'est posé vraiment... On analysait en plus en permanence toutes les données de manière massive. Il y avait une très très bonne équipe de santé publique pour voir ça. L'hypoxie heureuse, on l'a découvert en faisant la première analyse sur 500 personnes. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte des choses. Au début, on ne le savait pas. Donc, tout ça, c'est parce que c'est purement empirique, si vous voulez... Ça ne laissait pas beaucoup de place parce qu'il n'y avait pas beaucoup de théorie. Ouais. Donc, En tous les cas, merci de nous avoir proposé cette lecture aussi de l'histoire et de certains mystères révélés par le biais de ce livre. On voit aussi dans l'histoire sans doute que plein de scientifiques se sont trompés dans un sens comme dans l'autre, et c'est ce qui fait l'intérêt de ce retour historique, j'imagine. Je vais passer maintenant la parole si c'est OK pour vous, passer la parole au public. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a un certain nombre. Je vais commencer par celui qui a levé la main le plus rapidement possible. C'est Jocelyn Rochat, du Matin Dimanche. 2 questions rapides sur les animaux, qui sont beaucoup cités dans le livre. Voici, de façon anecdotique, voilà les innocents. Et puis, plus sérieusement, j'aimerais savoir s'il y a des leçons à tirer de votre livre pour ce qui est de l'élevage. Est-ce que, par exemple, on éloigne les poules des porcs?
Alors, j'en ai pas parlé j'en ai parlé dans les, je me souviens plus, mais en tout cas pour le Covid, il est clair. Ça aussi, c'est un sujet de conflit en France. Hein. Mais il est clair que les élevages de visons jouent un rôle considérable. Donc ça a été annoncé en mai 2020 par les Hollandais, les Danois en juin. L'OMS a pas une fois suivi tout de suite et a fait les trucs. Et en France, on n'a pas regardé avant novembre. Et nous, on a identifié que le mutant qui a le plus tué en France, qu'on a appelé le Marseille 4, venait de cet élevage de visons qui est en Eure-et-Loire. Et on a eu les séquences assez tardivement parce qu'ils n'ont pas voulu nous donner prélèvement pour qu'on fasse les analyses. C'est Pasteur qui a fait, ça a mis 7 mois avant de le regarder. Donc mais si vous avez vu un élevage de visons, c'est pareil. Ce qui compte, c'est si vous mettez des milliers d'animaux au contact les uns des autres. Les Danois ont tué 17 millions de visons. D'accord ? Si vous mettez tous ces animaux, ces centaines, ces milliers d'animaux qui se frottent les ailes, qui se frottent les uns sur les autres, le degré d'échange, si vous voulez, la promiscuité, le degré d'échange des virus est considérable. Donc, la vraie question, il faut rejoindre les écologistes, il faut donner un peu plus d'espace aux animaux, et ça diminuera un peu le risque, si vous voulez, massif de création de nouvelles espèces. Et ces nouvelles espèces viennent de la rencontre, si vous voulez. La créativité vient de la rencontre. Et donc, c'est une des raisons. Alors, le pangolin, effectivement. Il y a de très beaux travaux qui sont publiés avec une analyse remarquable de milliers de séquences de corona qui ont localisé, si vous voulez, la source du SARS-1, dont on pense que l'autre intervient. Enfin, la plupart des coronas viennent de ceux qui ont touché les mammifères, viennent des chauves-souris. Hein. Mais si vous voyez les grottes de chauves-souris dans lesquelles vous avez 4 millions de chauves-souris en même temps, hein, et puis leur densité, elles sont toutes collées les unes les autres, c'est très spécial d'ailleurs. Et peut-être qu'une des raisons, en tout cas c'est ce que je me pose comme question actuellement, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles elles arrivent tellement à fabriquer des nouveaux virus, c'est que c'est parmi les rares mammifères qu'il y ait des variations thermiques aussi considérables. Quand elles sont dans les grottes comme ça, elles ont une température basse, et dès qu'elles sortent, elles ont une température qui remonte mais de plusieurs degrés. Et donc ça peut favoriser le repos et la remultiplication des virus. Mais toujours est-il qu'on pense qu'effectivement, pour aller à Guangdong, c'est les pangolins, et l'hypothèse majeure pour le SARS-CoV-2, c'est les raccoon dogs, qui s'appellent les chiens, comment ça s'appelle ? Hein ? Voilà, le chien vivant. Parce qu'il y a un travail qui a été fait de génétique encore. Après, toutes les opinions, c'est les opinions, la paranoïa sur le P4, pas le P4. Il se trouve que Wuhan, c'est aussi le plus grand marché d'animaux sauvages. Et que donc, il y a eu beaucoup de séquences qui ont été faites, qui ont trouvé beaucoup de séquences de corona, du Covid-19, qui sont des séquences primaires, et qui ont trouvé associé à ça, bien sûr, des séquences d'animaux sur les mitochondries, et il y a des co-localisations entre les raccoon dogs et le Covid-19. Et nous, d'autre part, on a dit, c'est notre opinion, hein, que le virus, quand on compare le virus qui est parti de Chine et les virus qui sont arrivés en Europe, tous les qui ont donné la pandémie, il y a 2 mutations. Les premiers virus européens ont 2 mutations. Un dans la RNA polymérase, qui explique pourquoi il mute tellement. C'est probablement la raison pour laquelle il a continué, et non pas comme le SARS-1 et le MERS corona. Cette modification enzymatique fait qu'il y a 100 fois plus de mutations qui résultent de cette RNA polymérase que de la RNA polymérase originale. Et puis, il y a une mutation sur la spike qui augmente l'adhésion aux cellules. Et cette marque-là est présente dans tous les coronas pandémiques, donc en dehors de Chine. Donc le virus qu'on a eu, peut-être après, non, moi je ne veux pas rentrer dans les discussions il a dit, Trump a dit, l'autre a dit le contraire, je m'en fous un peu, mais en pratique, c'est vrai que celui qui a donné la pandémie est un peu différent de celui qui était en Chine. Merci pour cette réponse. Monsieur, peut-être, qui est juste à côté d'Elena. Peut-être, est-ce que vous pouvez vous... Voilà. Raoul, là, vous êtes quand même un des personnages éminents de la crise du Covid. Vous êtes ici au cœur du monde, finalement, parce que c'est le siège de l'OMS. Et vous êtes passé comme chat sur braise sur cette éminente institution qui actuellement a apparemment du relais du fait des décisions d'un président américain. Comment est-ce que vous voyez, dans le fond, en cas de crise,
table ce fameux monstre. Comment est-ce que vous voyez le rôle de l'OMS dans un cas de figure où le monde sera confronté à une soi-disant épidémie? Je vais répondre dans la publicité pour un autre de mes livres qui s'appelle Homo Chaoticus. Vous savez, donc moi je m'intéresse beaucoup à l'évolution, au changement. Et donc, en réalité, en particulier chez les hommes, il n'y a pas de structure stable. Les structures, donc les gens qui sont intéressés à l'épistémologie disent qu'il y a un début avec des pionniers, puis un plateau et un déclin. Et je pense que l'OMS est une situation de déclin. C'est-à-dire que c'est devenu, moi je connais relativement bien l'OMS du début, puisque mon père était un expert de l'OMS pendant une vingtaine d'années. Moi, j'ai créé un centre collaborateur OMS qui a duré une vingtaine d'années. Et donc, au fur et à mesure, c'est devenu un endroit dans lequel on place les gens. D'accord ? Et bien entendu, dans tous les pays, il y a beaucoup de pays dans lesquels la promotion la plus importante est celle d'être à l'OMS. Le financement de l'OMS pose problème. Moi, je crois, je pense ça comme la plupart des économistes raisonnables, que c'est celui qui paye qui décide, et que quand ceux qui payent finissent par avoir un poids de cette nature-là, je doute de la neutralité des décisions qui sont prises. Voilà. Beaucoup, et vous savez que c'est pas un mystère, hein, les 3 premiers financés en dehors des États-Unis, c'est 2 fondations de Bill Gates, plus une 3e fondation de l'industrie pharmaceutique. Donc c'est comme ça, moi, je suis dans le monde dans lequel je suis. Maintenant, encore une fois, je pense que là, comme ailleurs, comme un jour la Société des Nations a disparu pour être remplacée par l'ONU, peut-être que l'ONU disparaîtra pour être remplacée par une autre association dans laquelle on aura des pionniers plutôt que des gens qui ont appris à utiliser le système, qui est vrai dans toutes les organisations sociales humaines. Enfin, je crois ça. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles, depuis Polybe, si vous lisez Polybe, on se pose la question de savoir quelle est la meilleure organisation humaine, et on voit les organisations se succéder. On ne peut pas dire qu'il y en a une qui soit l'ultime forme de l'organisation humaine. Elle devient décadente aussi, c'est comme ça. Oui, ici à Genève, on y tient quand même pas mal à ces organisations internationales, non seulement pour effectivement la vitalité, mais aussi pour le travail qu'elles font et les missions quand même qu'elles déploient et qui sont pour la Suisse et pour le reste du monde sans doute assez importantes. Voilà, peut-être Madame. Juste savoir si les cycles d'amplification IHU étaient inférieurs pour les tests PCR au reste de la France. Non, si vous voulez, en pratique, il y a 2 manières d'évaluer le cut-off des cycles de PCR. Parce que, en pratique, la première PCR est toujours vraie quand vous faites un truc, parce qu'il n'y a pas de contamination. Mais il faut savoir qu'avec une PCR, vous pouvez détecter 30 à 40 copies, et quand vous êtes en fin d'amplification, vous êtes à plusieurs millions de copies. C'est-à-dire qu'en réalité, dans une pièce dans laquelle vous avez fait de PCR, vous avez des séquences sur les cheveux, sur la blouse, sur les mains, partout. Donc il y en a. De ne pas avoir trop de faux positifs est une véritable question. Donc nous, ce qu'on a fait, très simplement, on a pris au début une séquence d'ADN qu'on avait pesée, donc on savait combien il y avait exactement d'éléments, et donc on l'a dilué jusqu'au moment limite où on savait qu'il y avait 0, ce qui correspondait à 35 cycles chez nous. Après, on l'a confirmé. On est les seuls à avoir fait ça, à ma connaissance, au monde. Heureusement, une très très bonne équipe d'isolement de virus, et qui a isolé 24 000 virus de différents prélèvements. Et il s'est rendu compte qu'au-delà de 34, il n'y avait jamais de virus vivant. Donc on a confirmé, on a fait d'abord une évaluation biochimique, si vous voulez, et puis deuxièmement, on a fait une évaluation par le vivant. Mais après, nous, on s'est retrouvés effectivement à devoir contrôler des gens qui avaient fait, vous savez, à la fin, vous avez PCR dans la rue, dans le truc, etc. Donc il y avait 30% des PCR qui étaient faux positifs, et les gens qui rendaient les trucs à 42, 43, c'est la mémoire de l'eau, ça n'existe pas, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas diluer à ce point, si vous voulez. À peu près 3 cycles de PCR font une division par 10. D'accord ? Donc vous voyez, après 35, il ne reste plus grand-chose, hein, quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Madame ? Oui, bon après-midi à tout le monde. Effectivement, la crise sanitaire a posé pas mal de questions en matière d'éthique. C'est une question sur laquelle je travaille depuis plus d'une vingtaine d'années à plusieurs niveaux.
j'aurais voulu savoir si, en projetant l'avenir, on est juste en train de voir l'avenir, à dire qu'il faut se préparer pour la prochaine pandémie, alors qu'on devrait peut-être se demander quelles leçons avons-nous tirées et dans quelle mesure chaque pays est en mesure de tirer ses propres leçons en matière de la gestion, quelles sont effectivement les solutions qu'elles-mêmes elles ont apportées et qui ont permis de vraiment régler sans doute des pays. Pourquoi la Suisse a géré comme ça et pourquoi d'autres pays ont fait différemment? Où en est-on un petit peu dans ce monde académique qui se veut de faire des recherches toujours sur l'avenir, mais qui ne regarde pas assez en arrière? Pour moi, c'est la question en matière de crise sanitaire qui est essentielle avant de faire toute autre projection ou de créer toute peur future pour le monde. Et encore une fois, je voudrais dire... Juste un peu plus près, comme ça les gens... Sans vouloir faire de la peine aux décideurs, si vous voulez. Vous pouvez toujours décider, mais malgré le rêve de la mondialisation, les peuples gardent une histoire et une manière de faire. Par exemple, moi j'ai beaucoup admiré la gestion de la contagion des Suédois. Il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu de masque dans les rues. Ils ont eu plutôt moins de cas que nous. D'accord ? Rien de visible particulièrement. En Afrique, quand on a essayé de faire... Moi, je connais bien le Sénégal. Hein, quand on a essayé de faire le confinement, compte tenu du fait que la moitié de la population vit du commerce de rue, il y a eu des émeutes, et puis ça a duré 2 jours, le confinement, et puis ça s'est arrêté. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas dire, écoutez, il n'y a pas une baguette magique. Les pays... Enfin, je sais qu'on a une espèce de vision un peu folle, où on a l'impression que tout ça est homogène et tout le monde réagit la même. C'est pas vrai. Voilà, les pays réagissent. Moi, c'est parce que j'ai toujours travaillé dans plusieurs pays à la fois. Les pays réagissent d'une manière différente, ont une manière différente de gérer les gens. Par exemple, avec mes amis africains, nous, au début, après c'est passé, mais au début, quand le ministre disait il ne faut pas vous soigner, pas avoir de médecin, il faut rester à la maison, vous ne pouvez pas appliquer ça en Afrique. Voilà. L'Afrique, enfin moi, dans l'Afrique que je connais, il y a toujours quelqu'un qui va s'occuper des personnes qui sont malades. Éventuellement qui va aller voir à la maison parce que culturellement, c'est pas pensable de faire ça. Voyez. Donc, on ne peut pas décider, si vous voulez, à Davos, voyez, de dire on va faire comme ça à la prochaine épidémie. C'est pas vrai. Et là, si vous voulez, on peut dire que ça, ce qu'on a vu là, c'est l'échec de Davos quand même. Hein. Ça, c'est Bill Gates. Moi, j'ai écrit, je connais très bien le conseiller scientifique de Bill Gates pour la pneumonie. Et quand il y a eu ce discours de Davos en disant, vous savez, la prochaine pandémie va arriver, il faut faire un vaccin en 6 mois, je lui ai écrit et je lui ai demandé, est-ce qu'il a pété un câble là, parce qu'on ne peut pas faire un vaccin en 6 mois. Hein. Donc, il y a une vraie question qui est, finalement, les médecins, ils ne connaissent rien, c'est nous qui allons remplacer et faire ça avec des décisions qu'on va imposer aux gens et que les gens ne prendront pas. Et vous voyez bien, enfin, moi j'ai bien vu, vous voyez, même dans un pays comme les États-Unis, les différents États ont eu des politiques complètement différentes. Donc, il n'y a pas de... La santé publique, c'est 70 ou 80% de politique, et donc de niveau social. Et il y a des... Moi, j'ai regretté, dans mon pays, on voit bien que mon pays, c'est pas par hasard qu'on a eu Pétain, hein, quand même. On revient dans des contraintes qui sont sans fondement, dont les gens disent 4 ans après, parce que Delfrécy a dit 4 ans après, je me suis trompé. Moi, je suis sorti du conseil scientifique à partir du moment du confinement. Je dis, il n'y a pas de substrat scientifique à ça, donc c'est une opinion politique. Les politiques font ce qu'ils veulent, mais moi, je ne veux pas avoir mon nom au bas d'une décision de cette nature-là, parce que je ne veux pas avoir de regrets. Le masque dans la rue, ça n'avait aucun sens. On s'est rendu compte, la France n'a pas fait ce travail-là, mais l'Italie et l'Espagne l'ont fait. Les Italiens, à côté de chez vous, demandez-leur. C'était facile de savoir si le confinement marchait ou pas. Il suffisait, les gens avaient des banques de sang. Moi, j'ai demandé à le faire en France, puis ils ne me les ont pas envoyés. De comparer les gens qui étaient confinés aux gens qui sortaient parce que, par leur métier, ils étaient obligés de faire sécurité, les services de soins, etc. Et très rapidement, quand on a eu la sérologie, on a su qui avait fait un Covid. Et on s'est rendu compte que les gens confinés faisaient plus de Covid. Mais les docteurs savaient ça, pour une bonne raison. Si vous ne faites pas les tests et que vous mettez dans une famille où il y a 5 personnes, quelqu'un dont vous ne savez pas s'il est infecté avec les 4 autres qui ne sont pas infectés, à la fin, ils sont tous les 5 infectés. Hein. Donc c'est de la médecine, c'est pas un truc, c'est pas un jeu vidéo, vous voyez, dans lequel on dit on les confine, on leur met un masque, c'est pas ça la médecine, vous voyez. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, et donc j'ai pas été déçu de penser ça, voilà. Encore une question ? Est-ce que les vaccins ont été utiles pour le Covid ?
Écoutez, il faut laisser un peu de temps à l'analyse de ça, parce que les analyses de ça sont très divergentes. Je ne crois pas que maintenant plus personne ne défende l'idée que ça a empêché la diffusion, la contagion. Parce que ça, on a des points très nets. Il y avait des pays, c'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser tout pays par pays, il y avait des pays qui ont pris une position épidémiologique qui était le zéro Covid. Les îles, donc la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Chine a fait le zéro Covid, la Corée du Sud a fait le zéro Covid. Voilà. Et puis donc ils ont dit très bien, on fait ça, on vaccine tout le monde, et puis après on ouvre les frontières. Et quand ils ont ouvert les frontières, donc là on a une expérience démontrée. Hein. Et donc jusqu'à un passé récent, ça finissait par être trop mal pensant de le laisser sur le site du Johns Hopkins, on voyait très bien pays par pays. Il y avait des pays, ces pays-là, on voyait la vaccination, et puis on arrête la vaccination, on voyait les cas et on voyait la mortalité qui était exactement pareil qu'ailleurs. Hein. Pareil que chez nous au début. Donc, et moi, par ailleurs, dans mes les observations, on demandait, dès qu'on a commencé à vacciner, on demandait aux gens qui se présentaient pour être testés chez nous, on demandait s'ils étaient vaccinés, pas vaccinés, et au bout de peu de temps, on a eu autant de positifs chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Hein. Donc peut-être que ça visait des formes moins graves, ou peut-être que ça c'est des choses qui sont un peu plus complexes à analyser, hein. J'en sais rien, mais la prévention, honnêtement, si on en est là avec le Covid, après 20 milliards ou 25 milliards de vaccins, c'est que quand même on n'a pas contrôlé la maladie, hein. Ce qui n'est pas non plus une surprise quand on sait que ce virus mute comme tous les virus ARN et que c'est un virus respiratoire. Vous savez, si on savait éradiquer la grippe depuis le temps, on aurait bien voulu le faire, hein, on n'a pas su le faire quand même. Monsieur, oui, merci pour cette réponse. On va encore prendre une ou deux questions, mais après on s'arrêtera là. Voilà, ma question est celle de savoir, docteur Didier Raoult, vous avez défendu l'usage de l'hydroxychloroquine dès le début de la crise. Pensez-vous que son efficacité a été injustement écartée? Je pense que c'est devenu une question trop passionnelle, si vous voulez, pour être raisonnable. C'est-à-dire, je pense, si vous voulez, c'est un produit qui a été, il y a une année où, c'est une donnée du bulletin de l'OMS, donc c'est vrai, hein. Il y a eu une année où... Pardon ? On y tient, c'est nos voisins et on y tient, oui. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, je m'entends très bien avec mes voisins. C'est un truc, mais quand ils sont plus loin, je m'en fiche un peu. Donc... Pardon. C'est l'humour, un peu. Tout à fait. Si vous voulez, il y a une année où il y a eu 6 milliards de prescriptions dans l'année d'un traitement par chloroquine ou hydroxychloroquine dans le monde. D'accord ? Donc, si vous voulez, quand vous avez ça et qu'on vous dit qu'il y a 10% de gens qui prennent de l'hydroxychloroquine qui meurent, si vous voulez, c'est un peu étonnant. D'autant qu'à l'OMS, il y a quand même quelqu'un qui bouffe de la chloroquine tout le temps, quand même, parce qu'il est éthiopien, et que vous savez que Vivax, on le traite toujours par la chloroquine, vous le savez. Donc, il a dû prendre ça. Moi aussi, quand j'étais petit, je prenais la Nivaquine. Tout petit, je suis né en Afrique, moi, hein, donc je connaissais la Nivaquine. Et puis, la Nivaquine, on ne l'utilise plus pour Plasmodium falciparum, mais pour Vivax, qui est en Éthiopie, c'est toujours la chloroquine que l'on utilise. Donc, c'est quand même, vous voyez, il y a des moments de tension qui sont tels que même sa propre expérience vient en contraste de ce que vous voulez. C'est pour ça que je vous dis, c'est trop tendu. Je vous donne un autre exemple pour ne pas m'acharner sur l'OMS. En France, on a eu, parmi nos ministres de la Santé, il y a eu beaucoup de ministres de la Santé, mais parmi ceux-là, il y en avait un qui était urgentiste et qui avait fait sa thèse de médecine sur les tentatives de suicide à l'hydroxychloroquine. Il fait sa thèse là-dessus. Bon, d'accord. Et donc, il connaît exactement ce qu'étaient les taux toxiques d'hydroxychloroquine et donc les taux toxiques d'hydroxychloroquine. Il n'y a jamais de toxicité en dessous de 2 grammes, ça commence à 2 grammes et puis ça augmente au fur et à mesure d'une manière... Ce qui n'a pas empêché de dire que traiter les patients avec 600 mg d'hydroxychloroquine était criminel. Il y a des gens, les polyarthrites rhumatoïdes et le lupus, ils prennent ça depuis 20 ans. Hein. Donc c'est intéressant. Et quand on lui a posé la question officiellement, il a dit « Mais moi, je ne regarde jamais les protocoles, donc je ne savais pas ce qu'on donnait. » Donc si vous voulez, quand même, il y a une tension dedans, parce que je ne pense pas qu'il soit ni bête ni méchant. Hein. Ça veut dire qu'il y a une tension dedans qui empêche, si vous voulez, la lucidité et le calme de revenir... ce que ma maman appelait le calme des vieilles troupes.
Très bien. Il Merci faut bien pour que être vieux serve à quelque chose. Sinon, Ben, ce serait voilà. trop injuste. Enfin. Sinon, il ne resterait pas grand-chose. Voilà, encore une question. Je crois que c'est plus le cas. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Et puis, je vous souhaite bonne conférence ce soir. Je rappelle le livre Les cold cases de l'histoire, quand la microbiologie révèle les mystères du passé. Voilà, bon après-midi à toutes et à tous. Merci. Les cas de mort